signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle moqueur. Radio sous pente, la station des rapins, 100 fois, sans loi et sans faire la carpette. L'émission Art Racaille, nous sommes le mardi 30 octobre, et ça va durer de 11h à 13h. Remplis-vous. Pour parler de deux artistes complètement oubliés aujourd'hui, sauf que ils ont été exposés récemment, Lucie Couturier à Vernon et Henri Edmond Cross à Giverny, où nous sommes allés, ma camarade et moi, en voiture, parce que c'est difficile, les trains, c'est pas tout à fait au point pour des trajets comme ça, voilà. Donc on va vous raconter tout ça au cours de cette émission. Vous venez d'écouter Le Temps des cerises de Noir Désir, et une petite citation justement du peintre Henri Edmond Charles Cross: peindre du bonheur, des êtres heureux comme pourront l'être, dans quelques siècles les hommes, la pure anarchie réalisée. Car c'était un anarchiste. Oui, bonjour à tous. Ben voilà, donc nous sommes bien donc sur Radio sous pente et vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse suivante artracaille@orange.fr ou sur le téléphone de Radio sous pente, le 01 41 85 15 20 96. Et 95. 01 41 95 20 96 et vous laissez un message que nous écouterons avec grand bonheur. On a fait cette partie de boule, on l'a fait à pétanque en 15 points de 3 mètres. Et dans l'orange, vas-y bébé. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes plus d'un groupe s'amener, ce sont les acharnés, les joyeux boulomanes. On joue ça en 15 points, faut voir avec quel soin on sort ses intégrales. On lance un godère qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi bébé. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une
Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Il faut voir le beau chichois en chemise de soie, pantalon de flanelle. Le foulard, le beau pailleur rabattu sur les yeux, il joue sa matérielle. Avec Titin ou Polo, si pour un joli lot, il se prend de querelle. Il lui dit moqueur, si tu es vainqueur, eh ben tu auras son cœur. Si tu es vaincu, ben je t'en dis pas plus. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. C'est surtout au cabanon que nous nous en donnons au soleil le dimanche. On se met à 4 ou 6, en jouant le pastis, on en fait plusieurs manches. Marius est un peu là, mais sa femme Rosa s'égare sous les branches. Titin qui la suit, tendrement lui dit, pendant ce temps ma chérie, nous dans ce coin, on va marquer les points. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Et à nouveau une petite citation, parce que bon, la citation de Henri Edmond Charles-Cros, elle reviendra à perpétuité en début d'émission, mais celle-ci, c'est pour le presse-papier que je vais vous lire tout à l'heure. La prévention de la criminalité commence par une réflexion humaniste sur l'urbanisme. Et c'est du camarade Daniel Pénac, un auteur que j'adore, qu'on adore, ma camarade et moi d'ailleurs. Voilà, pour tous ces bouquins assez jubilatoires qu'il a pu écrire. J'ai donc intitulé ce presse papelard « Sur la place ». Sur la place, elle se situe, cette place, qui est chauffée au soleil, qui s'appelle la Plaine, à Marseille, la ville de la Bonne Mère, Nuestro Damo de la Guardo, perchée tout là-haut sur une colline de 140 mètres de hauteur, un sommet. Pas la plaine, car son nom ne peut pas s'associer à de la hauteur, même à Marseille, qui n'est pas à une galéjade près. Vous connaissez Marseille pour ses blagues, pas toujours très fines, mais bon, on s'en tape un peu parce que ça nous fait bien marrer. Et cette platitude risque une requalification à un mot gentil, enfin un mot, disons, adapté quand on ne veut pas faire de mousse, c'est-à-dire qu'ils vont complètement tout détruire, pour ne pas dire une remise aux normes d'une société qui n'aime pas la liberté. D'une mairie, d'un État qu'on peut associer à l'abrogation rampante de tout ce qui n'entre pas dans un cadre d'où sont bannis les pauvres qui puent, qui pètent et se mouchent au mouchoir paysan. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Pourtant, cette plaine, terrain de foot pour les minots, marché, pétanque, sardinade à l'ombre des tilleuls pour les grands, des bancs pour s'asseoir ou s'allonger, tout ce qui invite à la convivialité dérange. Une municipalité tenue par des élus de droite, chaperonnée par un vieux schnock depuis un très très long temps. Gaudin, c'est son blaze. Un édile assez folklore avec un accent que pourrait lui envier le César de Pagnol, Panis et le capitaine du ferryboat, qui peut le rendre sympathique à ceux qui font dans la rente et donner l'illusion au peuple d'un type de chez eux. Ben non, les copines et copains marseillais, qui ne copinent pas avec la rente. Ce lieu de vie populaire dérange le beau linge. Alors on va le nettoyer. Couper les tilleuls sous le fallacieux prétexte de sénilité de ces pauvres arbres, interdire les 3 jours de marché hebdomadaire, virer foot et pétanque, adieu les sardinades
et autres petites fêtes populaires entre petites gens, les bancs pour se poser ou roupiller jusqu'au petit matin d'été. C'est pas fini. C'est pas la peine de commencer à ranger vos sonotones. Une cour des miracles pour les édiles et grabataires de fossés. Pour les édiles imbéciles et grabataires de fossés. Oui, cette citation me plaît, c'est tiré d'une chanson de Renaud. Voilà, les enfants de Bhopal. Et ça fait tâche qu'ils aillent planter leurs tentes dans les quartiers nord de la ville. Merde alors. Ils sont loin les quartiers nord de la ville. Ces foutus quartiers où sont relégués ceux qui n'ont pas des comptes en banque qui pourraient les autoriser à descendre en ville pour s'y poser. Alors bien sûr, la résistance s'organise, se muscle. Des zadistes sont venus et ont planté une immense cabane en bois au milieu de la plaine, d'autres et d'autres encore des habitués du lieu. La riposte des CRS, les bonnes à tout faire de l'État, sont venus faire le ménage avec bulldozer et tout le toutisme habituel. Sauf que 2000 Marseillais ont manifesté sur la Calambière contre la reconversion de ce lieu de convivialité populaire. Sauf aussi que les zadistes sont toujours là, en valeureux pompiers, au secours de la joie de vivre. Sauf que, à l'instar des manifs pour la préservation du parc et de la place Taskim à Istanbul, M. Gaudin risque de plonger la ville dans un état si bordélique qu'il devra renoncer à ce projet sanitaire suspect. Les humains ne sont pas des bactéries. La prophylaxie qui tue la vie populaire est un crime contre l'humanité, la convivialité, le vivre ensemble dont se rengorgent les politiques en toc. Capitole, père Gaudin! Ouais, bah oui, c'est ça. Hein, c'est voilà, encore un lieu populaire, une mémoire populaire qu'on veut faire disparaître. Mais ces ZAD, en fait, c'est génial parce que maintenant, dès qu'il y a des sites qui vont être réinvestis par des promoteurs ou qu'on veut supprimer, on en fait une ZAD. Voilà. Et là, il y a tous les habitants, il y a les locaux qui peuvent s'investir et c'est comme ça qu'on pourra peut-être réussir à éviter pas mal de catastrophes, quoi. Oui, parce qu'une manif de 2000 citoyens de la ville de Marseille sur la Canebière, c'est quand même du monde. Voilà, des fois, il y a des grandes manifs à Paris qui réussissent à peine à réunir 2000 personnes. Et là, ce n'est qu'un début. Hein. Souvenez-vous de la suite. Continuons le combat. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai oublié de préciser que c'était une partie de pétanque qu'on avait écoutée tout à l'heure avec Darcelis. Voilà, ça, c'est nos morceaux fétiches. On hésitait avec le petit cabanon, mais c'est pas mal. Petit cabanon, pas pris, un mouchoir de poche. Voilà. Ouais. Bon, alors moi, je vais changer de région. Robert, je vais te laisser Marseille. Moi, je vais partir du côté de Bordeaux. Alors, on va commencer par une citation de Georges Bernard Shaw. « L'esclavage humain a atteint son point culminant à notre époque sous forme de travail librement salarié. » Et ouais, moi, je suis retournée sur... je sais pas, toi, t'es parti dans le Canard enchaîné. Moi, je suis restée sur Basta. Ça fait longtemps que j'étais pas allée sur Basta Mag. Et là, en fait, c'est les raisins de la misère. Cet article m'a bien plu. Comment les grands crus du Bordelais prospèrent sur une pauvreté extrême. Alors, c'est un bouquin qui vient de sortir aux éditions du Rouer, qui s'appelle donc Les raisins de la misère, une enquête sur la face cachée des châteaux bordelais. Voilà, aux éditions, donc comme je disais, aux éditions du Rouer. Donc cet article nous met pas du baume au cœur, parce qu'on va s'apercevoir effectivement qu'à l'ombre de ces luxueux châteaux du Bordelais se cache une pauvreté et une injustice bien sûr saisissantes. Voilà, c'est ce qu'a révélé cette enquête de ce journaliste Ixchel de la Porte. Donc là, on a des saisonniers qui s'échinent dans la vigne, qui sont bien sûr indispensables à la bonne tenue des grands crus, hein, mais ces saisonniers sont de plus en plus précarisés. Et les habitants les plus pauvres, hein, les chômeurs, les mères célibataires, les malades des pesticides, eux bien sûr, ne voient pas les retombées économiques du négoce et du tourisme. Il faut au contraire qu'ils se rendent le plus invisibles possible. Donc, Basta pose une question à ce journaliste. Hein, dans le Bordelais, une région de production vinicole particulièrement réputée, se trouve aussi, donc dites-vous, un couloir de la pauvreté, peuplé de personnes qui habitent parfois de véritables taudis et peinent même à se nourrir. Donc, qui sont ces hommes et ces femmes? Donc, identifié par l'INSEE en 2011, ce couloir de la pauvreté, en fait, forme un croissant qui contourne Bordeaux et son agglomération par le nord-est. Et ce couloir est empli de vignes, celles de ces grands crus et des châteaux.
Et au nord, par exemple, on a ce fameux château Lafite Rothschild, dont les bouteilles sont à peu près à 1000 euros pièce, hein, précisons-le. Et un peu plus loin, le long de la Garonne, on a Saint-Émilion, et plus au sud, on a le Sauternais. Et au milieu de ces hauts lieux du luxe, vivent là des gens dont le taux de pauvreté individuelle est si élevé qu'ils sont comparables à ceux des régions les plus pauvres de France, hein, comme le Nord-Pas-de-Calais ou le Languedoc-Roussillon. Et avec des taux de chômage qui peuvent atteindre 25%, des taux de RSA parfois supérieurs à 30%, et des familles monoparentales très nombreuses. Voilà, on a des gens qui sont en situation de grande pauvreté, et ceux qui sont encore plus pauvres sont les travailleurs saisonniers étrangers, qui sont souvent sans papier, qui eux sont de plus en plus précaires, du fait de l'augmentation de la sous-traitance des travaux viticoles, quoi. Donc la proportion des saisonniers est de plus en plus élevée parmi les travailleurs de la vigne. En 2015, il y en avait 14 500 qui étaient en CDD, contre 5 000 en CDI. Et les châteaux recrutent de moins en moins de main-d'œuvre directement, hein. Ce sont des petites entreprises de 4 ou 5 personnes maximum qui forment des équipes qui entretiennent la vigne, qui font faire les vendanges. Et donc on peut retrouver donc des Sahraouis, des Marocains, des Latino-Américains qui arrivent dans cette région donc par le bouche-oreille, qui sont de plus en plus nombreux. On vérifie pas s'ils ont des papiers, et après on les loge à peine et on les fait bosser dans des conditions absolument infernales. Donc ces marchands de sommeil qui sont là, parce qu'il faut bien leur proposer un minimum de logement, ils profitent de ces précarités extrêmes. Ils louent à leurs hommes puis à leurs familles des maisons vétustes, qui sont nombreuses dans les centres-villes à l'abandon, comme par exemple dans la ville de Pauillac, hein, qui est la Mecque des vins du Médoc. Et dans les villages plus éloignés, il y a des gens qui vivent là carrément dans des taudis avec de la terre battue au sol, des poêles à bois défectueux pour chauffer l'unique pièce de l'habitation. Les enfants qui vivent dans ce genre de logis sont régulièrement malades. Et dans le Sauternais, la région du Blanc liquoreux, hein, au sud du couloir de la pauvreté, là on a des tziganes, donc des petites mains de vigne, hein, qui sont là depuis toujours, eux qui vivent même cachés dans des terrains boueux, au milieu des forêts de pin, parce que personne ne veut les voir, même si l'économie du vin a vraiment besoin d'eux. Voilà, ils sont très nombreux dans de vieilles caravanes, regroupés parfois dans des campements de fortune, hein, sans eau, sans électricité. Ouais, c'est en France, c'est en 2018, voilà. Donc, le Bordelais a l'air d'être particulièrement au-dessus des autres régions viticoles, hein, pour ce genre de pratique, parce qu'en fait, le journaliste explique que la situation géographique de Bordeaux, qui est une ville portuaire, donc a entraîné un modèle économique viticole unique en France, où le vin est devenu très tôt un business, et que le port de Bordeaux attire les négociants anglais dès le XIIe siècle. Et la concentration foncière viticole donc s'amorce dès le XIIIe. Et plus tard, ce sont des négociants hollandais qui vont s'installer à Bordeaux. Et au XVIIe, ils établissent un système de vente des vins qui tient encore aujourd'hui, appelé La Place, hein, qui réunit donc propriétaires, négociants et courtiers. C'est un lieu qu'on voit à Bordeaux, hein, ce quartier de La Place. Et que donc les riches propriétaires cherchent à augmenter leur capacité de production, et que peu à peu, les paysans et les journaliers deviennent dépendants des grandes propriétés qui, en échange du gîte et du couvert, les emploient comme des hommes à tout faire. Et dans le cadre du commerce triangulaire au XVIIIe siècle, qui organise la déportation donc de milliers d'esclaves africains, le vin devient une monnaie d'échange très facile à transporter et à conserver, et que Bordeaux devient à cette époque le premier port commercial de France. Voilà. Donc je ne vais pas lire tout l'article, j'en ai lu à peu près les trois quarts, mais voilà ce qui se passe actuellement quand on boit une bouteille de vin. Donc il faut préciser aussi, ce qui raconte aussi un peu plus loin, c'est que les gens sont extrêmement aussi malades aux pesticides. C'est une des régions les plus pesticidées de France. Hein. Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Oui, parce que ces travailleurs, ces esclaves, on peut dire, carrément, si vous voulez, ils ont les mains qui sont vraiment dans les pesticides, ils n'ont aucune protection contre ce poison, les poisons qui sont pulvérisés sur les vignes à longueur d'année pour les préserver des maladies qui pourraient faire baisser le chiffre d'affaires. On est toujours là, hein. Pognon, pognon, pognon. La vie humaine à côté, c'est rien du tout, mais c'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, puisque ça, à mon avis, ça a toujours existé. Mais la nouveauté, c'est peut-être que maintenant, si vous voulez, voilà, ça s'accentue. Et surtout, c'est un contraste quand même invraisemblable entre
entre les lois, les lois qui doivent théoriquement protéger tous les individus, tous les êtres humains, enfin en tout cas en France, enfin là, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore des protections, et voilà, et non, le fric s'affranchit de tout ça, le capital s'affranchit de tout ça, voilà, exploite d'une manière éhontée des humains en les empoisonnant, pour dire les choses tout simplement. Voilà, c'est aujourd'hui, comme le rappelle ma camarade, en 2018, en France, où il y a des gens qui meurent empoisonnés, où il y a des enfants qui sont régulièrement malades parce qu'ils vivent dans des conditions déplorables, où les tziganes vivent dans des forêts de pins parce qu'on veut pas les voir. Non mais, vous imaginez cette histoire, on veut pas les... Mais j'ai habité dans un petit village en Provence, c'était la même chose. Les gitans venaient, les tziganes venaient pour cueillir les cerises, etc. Les paysans en avaient absolument besoin, sauf qu'ils ne supportaient pas qu'ils prennent l'eau aux fontaines du village, donc ils coupaient l'eau des fontaines pour pas qu'ils puissent prendre l'eau des fontaines du village. Vous imaginez ces choses-là? Vous imaginez la petitesse de ces gens qui refusent de considérer d'autres êtres humains comme eux-mêmes. Voilà, non, il y a des sous-humains, même en France, aujourd'hui, au XXIe siècle. Ouais. Et alors, à côté de ça, on peut dire qu'effectivement, il y a une grande proximité en France, bien sûr, entre les producteurs de vin et le pouvoir, qu'Emmanuel Macron, bien sûr, a été un des premiers à soutenir donc tous ces producteurs. Et qui a aussi ce qu'on appelle le no-tourisme. Donc là, c'est le no-tourisme et le luxe, c'est-à-dire que c'est des rencontres avec des vignerons, des visites des domaines, des dégustations. Et ça, c'est un domaine qui est en pleine expansion. Donc là, il y a cette petite partie de gens riches, voilà, financièrement, qui drainent. Donc il y a une économie assez faramineuse. On estime qu'il y a 10 millions de personnes par an et un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. Donc dans et que la région bordelaise arrive bien sûr en tête des territoires les plus visités. Donc il y a aussi tout cet argent-là qui est drainé, qui profite à un minimum de personnes. Pourquoi que c'est urgent pour ces gens-là de cacher la misère? Parce que, évidemment, c'est pas très touristique, c'est pas très fun, un peu les touristes. Donc on pourrait faire des contrats vraiment, de vrais contrats à ces travailleurs, puisqu'il y a du fric qui rentre, quoi. Et qu'en plus, il y a des financements européens, parce que l'Europe octroie des aides conséquentes à l'investissement. Donc un château peut ainsi toucher jusqu'à 40% du coût de construction, de rénovation, de modernisation de séchées, de la réception des vendanges au quai de chargement. Voilà. Donc jusqu'à 150 000 € pour un projet de no-tourisme. Et rien pour construire des baraques qui soient agréables à vivre pour tout ce petit monde? Non. Là, on les laisse dans des taudis pourris, comme tous les taudis d'ailleurs, et on les laisse crever de froid, de faim, de maladie. Voilà. Et à côté des milliards qu'on s'engouffre voilà, dans les comptes en banque. Bon, écoutez... Ouais. Il y a même un château. C'est un château qui appartient au groupe de Champagne Louis Roederer. Lui a réussi à obtenir jusqu'à 800 millions d'euros par l'Union européenne pour refaire ses installations. 800 millions d'euros Bon. Merci l'Europe. Merci l'Europe. On ne peut pas gagner autant au loto. À part les Américains, 1,5 milliard de dollars pour... le dernier grand loto, mais bon. Le soleil et l'ouvrier se lèvent sans se plaindre. Dehors la première benne n'est pas encore partie. Quelques rêves encore qui colorent cette étreinte avant le corps à corps, où chaque heure a un prix. Leurs caresses se mêlent sur la joue d'une femme qu'ils trouvent encore belle. Après les drames, ils vont dans son sommeil. Les jours heureux, ils savent qu'elle s'en rappelle quand elle ouvre les yeux. Et elle est passée, la nuit trop brève. Dans les cœurs, c'est la grève. Il n'y a plus de printemps, ils attendent la relève. Ouais, le soleil et l'ouvrier, derniers camarades à voir au coin des rues, les barricades et du temps pour s'aimer. C'est le soleil et l'ouvrier. Le soleil et l'ouvrier en ont construit le chemin. Et dans le soleil soulève des parpaings. Dans ce cuir
Au creux des mains, rêve d'un voyage, un voyage sans fin. Quand le marchand de sable ne vend plus que des graviers, les paupières en balade laissent prendre le ciment. Là où il y a un nom et un cœur de gravé par la branche anonyme qui scelle les serments. Et elle s'est perdue dans la nuit, la fièvre, dans les cœurs c'est la grève. Il n'y a plus de printemps, ils attendent la relève. Ouais, le soleil et l'ouvrier, ils sont les deux derniers camarades à voir au coin des rues. Les barricades et du temps pour s'aimer, c'est le soleil et l'ouvrier. Et l'ouvrier sur citerre, la grisaille pour l'un, le MEDEF pour son frère. Il lèvera le poing, mais finira sous terre, à diluer dans la sueur ses venins prolétaires, à diluer dans la sueur ses venins prolétaires. Et elle s'est perdue dans la nuit, la fièvre, dans les cœurs c'est la grève. Il n'y a plus de printemps que du sable et des prières dans le sommeil des ouvriers. Mais à l'heure du premier bus, de camarades votent encore au coin des rues, des barricades et du temps pour rêver. C'est le soleil et l'ouvrier. C'était le soleil et l'ouvrier.